Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce webinaire. On va attendre 2 petites minutes pour vraiment démarrer. Donc en attendant, pour ceux qui sont présents, faites-vous un café, un thé, mettez le portable et Teams en sourdine. On se détend, on écoute, mais on ne s'endort pas parce qu'il va falloir suivre. Donc voilà, il est 14h, on attend 14h02 pour démarrer. À tout de suite. Donc, on va commencer les présentations tranquillement et les retardataires prendront en cours de route. Donc, ce webinaire vous est co-présenté par le Cactus RH et Positive You. On aura l'occasion de se représenter très rapidement. Donc, le sujet du webinaire est comprendre et apprivoiser son stress au travail. Donc, on est 2 à être présents aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Joshua qui va pouvoir se présenter, puis je reviendrai un petit peu sur moi juste derrière. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, moi, je suis Joshua, donc je suis en charge du développement commercial de Positive You. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu quelques cheveux depuis la photo. Alors, Positive You, pour nous présenter de manière assez simple, on est le partenaire privilégié des entreprises sur les sujets de santé mentale et de psychologie au travail. On va les accompagner avec des solutions très concrètes comme la possibilité pour les salariés de parler par visioconférence avec des psychologues sur notre plateforme, mais aussi des événements qu'on organise et tout un tas de solutions qu'on met à la disposition des entreprises partenaires. Super. Et donc, moi, Ludivine Laine, je suis donc consultante RH, experte sur les questions recrutement et QVCT au sein du cabinet Le Cactus RH. Le Cactus RH est un tout jeune cabinet d'accompagnement et de coaching aux ressources humaines sur Saint-Jean-de-Moiran et on accompagne les entreprises dans toutes sortes de projets RH de façon, comme on se plaît à le dire, dépoussiérée et pragmatique. C'est nos maîtres mots. Donc pour la suite, je vous fais un petit nota bene, mais qui a son importance avant de commencer. Donc ce webinaire n'a pas vocation d'ordonnance. Je le dis, mais c'est primordial, puisque ni moi ni Joshua ne sommes psychiatres ou psychologues. Donc il faut bien voir ça en tête. On va vous donner des informations générales, des tips qui ont fait leurs preuves, qui sont basés sur des études, les recherches qu'on a fait. Mais de façon générale, il faut savoir qu'il n'y a pas de recette contre le stress, malheureusement. Mais en tout cas, on va vous donner un maximum d'informations. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on parle de stress aujourd'hui avec vous? C'est tout simplement un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui nous concerne tous. Comme la preuve, c'est les 2000 inscrits à ce webinaire. Donc, ça montre qu'il y a vraiment de l'intérêt sur ces sujets. Et il faut bien comprendre que le contexte général, il favorise quand même, il est assez propice au stress, que ce soit l'inflation, que ce soit l'augmentation des fragilités individuelles ou la période post-Covid qu'on vit. Faut le dire, on a vécu une période qui n'était pas forcément facile. Donc, la période, elle est plutôt propice au stress. Et en entreprise, aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées. Parce qu'on a plus d'un salarié sur 2 qui déclare ressentir du stress au travail chaque semaine. On a un tiers des actifs qui se disent épuisés psychologiquement. Donc, ça fait partie de nos vies. Le stress au travail fait partie de nos vies en tant que salarié, en tant qu'entreprise. Donc, c'est important de pouvoir se saisir de ce sujet.
Tout à fait. Donc, on va vous présenter après le sommaire. Mais sachez qu'il y a d'ores et déjà un sondage qui a été lancé, auquel je vous invite à répondre. Il y aura au total 3 sondages qui vont être lancés au cours du webinaire. Et on va les laisser ouverts jusqu'à la fin de notre présentation pour que vous ayez le temps d'y répondre. Donc, on vous invite vivement à faire un tour dès que vous avez 30 secondes sur les sondages. Alors, pour dérouler un petit peu, pour vous présenter le plan de ce webinaire, alors on a décidé de l'aborder sous 2 grands axes. On va avoir un premier axe qui va être le plan personnel, c'est-à-dire comment on est impacté par le stress à titre individuel, comment on va être amené à le gérer, quelles en sont les causes. On va vous présenter quelques notions phares et des chiffres, bien sûr. Et parce que ça va avec, effectivement, lorsqu'on parle de stress au travail, sur le plan collectif. Donc, le plan collectif, c'est comment on va traiter du stress à l'échelle de l'entreprise, quels sont les moyens et les obligations de l'entreprise, quel va être son rôle et comment l'entreprise va pouvoir se saisir de ce sujet. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ces 2 axes pour aborder le stress au travail. Je crois qu'on n'a pas de son, Ludivine. En effet, vu que je le coupe entre chacune de nos interventions pour pas qu'il y ait de bruit d'interférence, j'ai oublié. Il risque d'avoir quelques petits couacs dans le genre. Donc, je disais, on va d'abord tenter de vous faire comprendre le stress au travail, tout d'abord sur le plan dit personnel, et avec une première définition du stress par Joshua. Yes, alors donc l'OMS définit le stress au travail de la manière suivante. Je vais vous lire la définition donc de l'OMS, c'est le stress lié au travail et l'ensemble donc des réactions que les employés peuvent avoir lorsqu'ils sont confrontés à des exigences, à des pressions professionnelles qui ne correspondent pas à leurs connaissances et à leurs capacités, ce qui remet donc en cause leur aptitude à faire face. Donc, de manière très simple, hein, l'état de stress au travail survient lorsqu'il y a un déséquilibre au final entre la perception qu'une personne va avoir des contraintes de son environnement ou des tâches qui lui sont assignées et les ressources qu'elle a elle-même à sa disposition pour pouvoir y faire face. Et donc, dans cette situation, le collaborateur se trouve en situation de difficulté et son état peut se dégrader, ainsi que la qualité de ses missions. Donc, voilà comment on peut définir le stress de manière assez pratique. Tout à fait. Et il y a d'autres définitions du stress qui sont importantes, et notamment celle de Hans Selye, qui était chercheur endocrinologue, qui a beaucoup travaillé sur la question du stress et qui est un petit peu le père initiateur de toutes les recherches en lien avec le stress, tant sur le plan personnel que dans un contexte professionnel. Et lui, il a défini le stress comme un ensemble de moyens donc physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Puisqu'on va vous le dire, on va vous le répéter au long de ce webinaire avec Joshua, le stress, c'est un peu un vilain mot maintenant, mais il faut savoir qu'à la base, c'est une réaction normale à des situations dites anormales. Mais le stress, c'est un réflexe humain, il n'y a pas de souci. Après, c'est sa répétition, c'est le contexte, c'est tout un tas de choses qui vont être problématiques. Mais voilà. Et donc, pour lui, pour analyser Hans Selye le stress, il a mis au point la méthode ciné. Donc, pas pour cinéma, hein, mais pour contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego. Ce sont, selon lui, on va dire les 4 piliers qui vont permettre de déterminer une situation de stress et de déterminer son origine, ou en tout cas ce qu'elle impacte, par quel biais elle affecte la personne. Et ça ne va pas être le même tout le temps, ça ne va pas être les mêmes pour tout le monde. Tout le monde ne va pas avoir la même sensibilité à ces différents piliers du stress. Moi, je vais vous donner mon exemple. Personnellement, l'imprévisibilité, pas trop de soucis avec ça. Pardon, j'ai moi-même des fois des réactions qu'on n'a pas vu venir. La nouveauté, j'adore ça. Je suis même souvent en recherche constante de nouveautés, donc ça va. Par contre, une situation qui va peut-être affecter mon ego ou qui me remet un petit peu en question en termes de compétences, ou une situation où je vois que j'ai plus le contrôle et que je suis plus maître de rien, ça, c'est typiquement, moi, des situations qui vont me mettre en stress. Mais voilà, ça va pas être la même chez vous, ça va pas être la même chez votre voisin, et ça change au fur et à mesure de nos cycles de vie, de nos états d'esprit, au fur et à mesure des saisons, j'ai envie de dire. Et voilà, après, je ne vais peut-être pas forcément vous les détailler les unes après les autres, mais le contrôle, voilà, ça porte son nom, c'est quand on perd le contrôle qu'on voit que la situation nous échappe et qu'on ne peut pas agir dessus. Il y a l'exemple d'être dans un bouchon.
En voiture, on a rendez-vous à telle heure et on voit qu'on est tombé dans des bouchons, bah, on ne peut pas agir dessus, on perd le contrôle. Et là, on a une situation de stress. L'imprévisibilité, c'est tout ce qu'on peut pas prévoir, tout simplement, et qui va forcément nous mettre. On n'a pas les réflexes pour réagir, donc ça nous génère du stress. La nouveauté, c'est juste que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On doit faire face à une situation nouvelle. Et là, en général, ça vient petit à petit, mais c'est un stress qui est crescendo en général, la nouveauté. Mais si on n'arrive pas à s'adapter, là, on va arriver dans une grosse situation de stress. Et l'ego, c'est ce qui nous remet en question nous. Et c'est toutes les situations qu'on va avoir, un dossier qu'on n'arrive pas à finir, un rendez-vous avec le manager un peu stressant. Ça touche l'ego et c'est également très stressant. J'avais pas de micro, c'est ça. Alors, comme je le disais, donc on va être plutôt généreux en chiffres dans ce webinaire. Donc, quelques chiffres pour pouvoir positionner et situer un petit peu le stress au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress aujourd'hui, c'est le premier facteur de RPS, mais c'est surtout la deuxième cause d'arrêt maladie actuellement, juste devant les troubles musculo-squelettiques. Donc, pour faire simple, vous avez beaucoup plus de chances d'être arrêté pour une situation de stress, d'anxiété, que pour un torticolis ou pour vous être foulé la cheville, de manière très simple. On a 37% d'augmentation pour les troubles psychosociaux reconnus comme maladies professionnelles. Donc ça, c'est une information qui nous vient directement de l'assurance maladie. Et il y a 72% des salariés qui considèrent que le travail contribue à leur épanouissement général. Donc on voit bien qu'on a un vrai lien entre le stress au travail, l'épanouissement du collaborateur et l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Et donc le stress qu'on va être amené à rencontrer, c'est une réaction qui est parfaitement normale. C'est-à-dire que le stress, c'est l'adaptation tout simplement de notre organisme face à un changement d'environnement. Et ce changement, cette adaptation, elle va se faire durant trois phases principalement. Il y a une chose, si vous devez retenir une chose, c'est que on va distinguer ce qu'on va appeler le bon stress, qui est le stress normal qu'on est amené à rencontrer, qui va nous stimuler, qui nous permet de mener à bien des projets, et ce qu'on appelle le mauvais stress. Donc le mauvais stress, c'est souvent celui auquel on fait référence lorsqu'on parle du stress au travail. C'est plutôt l'épuisement, c'est tous les symptômes qu'on va pouvoir voir un petit peu plus tard. Donc la première phase, c'est la phase d'alarme. La phase d'alarme, elle fait écho à ce qu'on appelle souvent la phase de combat ou de fuite. C'est là où notre organisme va prendre la décision donc de réagir face à une situation imprévue, à un événement qui va surgir. On va décider soit de prendre la fuite et d'éviter cet événement ou au contraire de s'y engager pleinement. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer durant cette phase? Donc là, le cerveau, il va passer en mode réflexe. Donc, c'est-à-dire donc le cortex préfrontal qui est la zone qui analyse les données et qui nous permet de prendre les décisions, qui va se mettre en retrait. Et on va libérer une hormone qui est notamment l'adrénaline, qui va nous préparer, qui va préparer le corps à cet état de stress. Donc, ça se traduit par une augmentation de la pression artérielle, par une accélération du rythme et de la respiration. Et ces modifications, elles ont un seul but, c'est tout simplement de préparer l'organisme en amenant l'oxygène nécessaire sur les organes qui vont être sollicités pour nous permettre de répondre à cette situation de stress. Et ensuite, on rentre directement donc dans la deuxième phase qui est la phase de résistance. Durant la phase de résistance, on va avoir encore une libération d'hormones, notamment l'endorphine, la cortisol qui va augmenter notre taux de sucre dans le sang pour fournir à notre cerveau, à notre organisme directement l'énergie dont il a besoin. C'est l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face à cette situation de stress. Et donc là, le système nerveux, il va calmer le rythme cardiaque. On va avoir un rythme respiratoire qui diminue la tension artérielle et ça va nous permettre donc de réguler la situation. Et donc là, on va être face à deux options. On a la première option où là, le stress s'atténue et disparaît complètement et l'organisme retrouve donc son métabolisme normal. Ou la phase qu'on connaît, donc qui va être la phase d'épuisement. Dans la phase d'épuisement, donc c'est le stress qui se prolonge et qui s'intensifie. Ça va se manifester tout simplement par de la cortisol qui va venir saturer le cerveau. Donc, on va plus forcément avoir la capacité de gérer le stress. Et là, l'organisme, le cerveau est complètement dépassé par cette situation-là. Et donc, ça nous pousse, ça nous amène donc à tous les effets négatifs du stress. Donc, c'est ce que j'appelais le mauvais stress tout à l'heure en introduction. Et avec toutes les troubles qu'on peut connaître, que vont être les troubles du sommeil, la perte d'appétit, l'impact que ça peut avoir sur notre humeur notamment. Donc,
Et du coup, toutes ces situations, ces phases de stress donnent lieu à des formes de stress différentes qu'on peut répertorier, on va dire, en 4 typologies de stress. On l'aura compris, il y a du bon stress et du mauvais stress, bad cops, good cops. Mais donc, il y a le stress ponctuel, le stress aigu, le stress chronique et le burn-out. Le stress ponctuel et stress aigu, on peut considérer que c'est les formes de stress qui, si ça ne dure pas, vont être, alors, si ce n'est pas bénéfique, en tout cas n'auront pas un gros impact sur l'organisme. Le stress ponctuel, c'est donc la réponse normale à la situation anormale, une petite sécrétion d'adrénaline, un pic de stress, un petit peu de fatigue, mais voilà, on va dire que c'est le stress de la vie de tous les jours. Et s'il survient de façon occasionnelle dans notre vie quotidienne, ça va être quelque chose qui va permettre à l'organisme de se maintenir et même d'améliorer son efficacité. Derrière va arriver le stress aigu, qui lui est plus souvent provoqué par des événements inhabituels, spécifiques, déstabilisants de la vie professionnelle ou personnelle, mais un examen, un déménagement, la naissance d'un enfant, des choses comme ça, qui vont nous obliger à une adaptation et qui va peut-être durer un petit peu plus dans le temps. Mais une fois l'événement passé et la situation stressante terminée, les choses reviennent à la normale et il n'y a pas de conséquences sur le long terme. Et après, on va rentrer dans des phases de stress plutôt chroniques si les choses se répètent. Et là, c'est parce qu'on a été exposé de façon répétée à des agents ou des sources de stress pour nous. Et donc là, on va cumuler et des signes physiques et des signes psychologiques, comme l'a expliqué tout à l'heure Joshua. Et si malheureusement, il n'y a pas d'issue, bonne issue, on arrive très vite au burn-out. Burn-out, je pense que je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce que c'est. C'est quelque chose dont on entend assez parler. Ça mérite presque souvent un webinaire à lui tout seul. Mais c'est vraiment un épuisement du système qui a trop subi de stress et qui craque, lâche, ne peut plus, qui s'est brûlé en soi. Donc voilà, donc toutes ces phases de stress sont à prendre en compte. Il ne faut en négliger aucune. Le but étant de supporter du stress ponctuel, un peu de stress aigu. Et par contre, dès qu'on arrive dans une situation de stress chronique, là, il faut réagir. Il va y avoir plusieurs origines du stress, de différents types que ce soit. Globalement, on peut, quand on les liste tous, on arrive plus ou moins à les mettre dans 5 catégories. Donc, je parle du stress au travail, là, bien évidemment. Et donc, globalement, ça va être tout ce qui est imprévu. Les imprévus de la vie de tous les jours, un collègue qui n'est pas là, un souci avec un client, un dossier qui est garé, tous les imprévus du quotidien qui sont de la faute à personne, mais ça déjà c'est une source de stress pour qui que ce soit, le salarié, le manager, le patron, pour tout le monde. Tout le monde fait face à ce genre de type de stress au quotidien, donc on ne peut pas trop agir dessus. Par contre, il va y avoir d'autres typologies de sources de stress au travail, notamment la surcharge de travail et la surcharge de mission, la perte de sens des missions de travail. Donc, la surcharge de travail, on en connaît tous plus ou moins de différentes façons. Si on a des cycles qui ne durent pas, qu'il y a des pics d'activité, ce qui est normal, c'est pas un souci. Mais aujourd'hui, on sait que malheureusement, dans certaines fonctions, dans certaines entreprises, on fait des fois le boulot de 3, comme on dit, malgré toute une aide technologique, que ce soit sur des métiers manuels ou tertiaires, n'empêche qu'on fait de plus en plus de choses, on est de plus en plus sollicité. Et tout ça, ça mène à une surcharge de travail et accompagné souvent d'une perte de sens des missions ou trop de missions. Et donc, forcément, le tout cumulé, c'est pas bon du tout. Il va y avoir également un manque de temps et de moyens. Donc, ça, par contre, l'entreprise peut agir directement dessus. Alors, le manque de temps ne peut pas rallonger indéfiniment les journées de travail. Mais en redéfinissant les objectifs, en redéfinissant l'organisation des équipes et autres, on peut peut-être attribuer plus de temps aux gens pour faire leur job. Et les moyens, on a pleinement action. Donc forcément, on n'a peut-être pas toujours budget illimité pour tout un tas de choses, mais il faut mettre en face de ce qu'on demande aux salariés de produire les moyens adéquats pour y parvenir. Ce qui va également poser souci et être générateur de stress dans les situations de travail, c'est le manque d'autonomie et de reconnaissance.
Et ça, quel que soit le métier qu'on fait. Alors, par autonomie, je pense que ça va avec la confiance, c'est-à-dire qu'on ne demande pas tous à faire un job sans rendre de compte ou autre et être totalement autonome. Par contre, je pense qu'on a besoin de confiance globalement. Quand on rentre dans le monde professionnel, c'est que normalement, on est à peu près apte à travailler, on apprend toujours, mais on a besoin qu'on nous fasse confiance pour avancer. Et donc, on a besoin de reconnaissance aussi, de savoir que ce qu'on fait a du sens, a de la valeur pour l'entreprise, a du sens aussi pour le monde extérieur, de savoir qu'on a on est toujours content de parler de son travail, de savoir à quoi il sert. Et donc, ça, malheureusement, des fois, c'est un petit peu passé à la trappe parce que, objectif, rentabilité, ce qui est parfaitement normal, mais du coup, on ne prend plus trop le temps, des fois, de focus sur les missions des personnes, mais n'empêche que c'est extrêmement important. Et les changements fréquents, enfin, vont être également générateurs de stress dans les entreprises. Donc ça, on n'a pas toujours la main dessus, mais il faut essayer en tout cas de les prévoir. Et il y a des prestations auprès de cabinets, notamment qui s'appellent Conduite au changement. Parce que le changement, c'est quelque chose de hyper important, hyper générateur de stress, puisque ça vient perturber un petit peu le cadre dont on a l'habitude. Et vraiment, les changements fréquents de manager, d'organisation, de mode de travail, d'outils. Je prends mon exemple, en 3 ans dans un cabinet de recrutement, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 logiciels différents. Alors, pas tous pour faire la même chose, mais c'était hyper pénible et hyper stressant parce que ça demandait une réadaptation à chaque fois. Et donc voilà, le changement, c'est peut-être maintenant, mais faut le prévoir et faut l'organiser. Ok, super. Donc, Ludivine, tu nous as permis de comprendre donc quelles étaient les origines du stress, d'où vient le stress qu'on peut être amené à rencontrer au travail. On a vu qu'est-ce qu'était le stress et comment il se manifestait avec les différentes phases. Donc maintenant, c'est intéressant de pouvoir s'intéresser aux conséquences du stress au travail. Donc, les conséquences, on pourrait penser qu'elles sont soit uniquement psychologiques et émotionnelles ou uniquement physiques, alors qu'en réalité, elles sont interconnectées. Il y a vraiment 4 grands aspects qui vont se rejoindre et qui sont interconnectés. Donc, on va avoir des conséquences aussi bien au niveau psychologique et émotionnel, relationnel, qui vont impacter notre capacité à être productif au travail, ou du moins la motivation qu'on pourra avoir au travail. Donc, ça va impacter tout l'environnement pro et également l'environnement physique. Donc, pour le détailler un petit peu, pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie psychologique et émotionnelle, eh ben, on va retrouver au premier plan donc une sensibilité et une nervosité qui vont peut-être être accrues. On va pouvoir être sujet à soit des crises de larmes, à de l'angoisse, à de la déprime, bien sûr, et on sera peut-être un petit peu plus irritable. Donc, ça va nous impacter directement donc émotionnellement, et forcément, si ça nous impacte émotionnellement, ça nous impacte dans notre rapport qu'on a aux autres. Et donc, sur l'aspect relationnel, ça va se manifester avec le retrait social. On va peut-être être un petit peu moins disponible, on va peut-être se rendre moins disponible et diminuer les activités sociales. Ça peut se manifester par de l'agressivité. En tout cas, c'est vraiment cette sensation de repli sur soi. Donc, c'est l'impact qu'on va avoir sur notre rapport aux autres. Donc, sur l'aspect relationnel et bien sûr sur la partie pro. Sur la partie pro, ça se traduit assez régulièrement par une perte d'intérêt. Donc, on va être sujet à de l'ennui, on va avoir une difficulté à coopérer avec nos collègues, on va être notre concentration va être perturbée, ce qui peut générer donc des oublis, ce qui peut générer des difficultés à prendre des initiatives. Ça impacte l'engagement et c'est propice effectivement aux erreurs. Donc ça nous impacte sur le plan professionnel et également sur le plan physique. Donc la manifestation physique, c'est peut-être une des plus simples à détecter, mais c'est pas toujours évident de l'allier et de mettre le mot dessus et de se dire, OK, donc j'ai tel symptôme physique qui se manifeste, c'est directement lié à mon état de stress. Et donc, sur le plan physique, ça va être les troubles du sommeil qui reviennent énormément, les troubles de l'alimentation, donc avec une perte d'appétit et des douleurs comme des maux de tête, des douleurs musculaires ou des douleurs chroniques. Donc, ça a un impact. Les conséquences, elles sont réelles. Le stress au travail, il y a des conséquences qui vont être assez importantes et comme on le voit bien sur plusieurs niveaux. Donc, voilà pour ce qui est des conséquences au travail. Tout à fait, merci Joshua. Donc maintenant qu'on a un petit peu présenté, on va dire, le stress, ses origines, ses définitions, ses causes et ses conséquences sur la personne, on va essayer de vous donner nos tips pour se défendre contre le stress, donc toujours sur le plan individuel pour le moment.
Donc, sur les premiers tips vont concerner un petit peu les techniques de défense, on va dire physique, et facilement, enfin en tout cas facile à mettre en place, pardon. Donc sur le plan physique, moi je les regroupe en quatre catégories qui sont pareil des choses qu'on entend, qu'on réentend, qui sont du bon sens, on le sait, mais voilà, dans notre quotidien, dans la routine habituelle, on oublie tout ça. Moi la première, attention. Mais je pense que c'est bien de revenir à de la simplicité et être focus, surtout quand on est en période de stress, d'essayer de se dire, bon, il y a des choses toutes bêtes que je peux mettre en place. Et donc, pour moi, elles sont en 4 points. Le premier point, c'est s'organiser dans le cadre du travail. Ça paraît logique, mais c'est pas toujours le cas. Et s'organiser, ça passe par une gestion d'agenda, par se créer des to-do list, se mettre en place des alertes, des rituels, se répartir le travail entre les collègues, de prévoir les vacances. C'est tout bête, mais tout ça, c'est des choses, vu que c'est prévu, vu qu'on le sait, s'il y a un imprévu, déjà on saura mieux y répondre. Et puis pareil, ça permet de se projeter, de savoir un petit peu des échéances. Et il y a moins de nouveautés, il y a moins d'imprévus, donc techniquement un petit peu moins de stress. Je vous donnerai des tips en lien, notamment par exemple des matrices d'Eisenhower à télécharger. Je pense que vous connaissez tous peut-être plus ou moins de noms, mais c'est une espèce de to-do list très simple, mais qui vous permet de répertorier vos tâches à la semaine sur ce qui est urgent, pas urgent, important, pas important, et au moins on priorise et on va peut-être se faire moins mal sur des choses qui sont pas urgentes et donc pas importantes qu'on veut faire, mais qui sont pas prioritaires. Deuxième point qui est tout bête, mais qui a son importance, c'est se bouger. On le dira jamais assez, mais voilà, faut essayer de faire du sport, de marcher. Voilà, on prend les escaliers, on se gare plus loin, on télécharge une appli podomètre. Des choses toutes bêtes, et le sport a vraiment son importance. Alors attention, je suis pas une grande sportive, hein, les JO 2024 c'est pas pour moi, mais n'empêche que j'essaye, en tout cas depuis un an ou deux, d'avoir des sports qui me plaisent et puis de me prévoir ces créneaux-là dans la semaine. Et je sais que peu importe la charge de travail, c'est mes créneaux à moi, c'est mes moments à moi, j'y vais. Et en tout cas, j'en ressors toujours avec satisfaction et beaucoup moins de stress, et me dire, voilà, j'ai pris mon petit moment pour moi. Un autre pilier, en tout cas une autre catégorie pour diminuer le stress sur le plan physique, c'est s'aérer. Par s'aérer, j'entends aussi bien l'esprit que le corps, mais en s'aérant, donc en sortant, en étant ailleurs que dans son cocon boulot, dans son cocon maison, voilà, on va découvrir autre chose, on va apaiser l'esprit, on va voyager un peu par la pensée, physiquement. Et notamment, ça passe par le télétravail quand c'est possible, bien évidemment, de faire du télétravail chez soi, mais peut-être ailleurs aussi, dans le petit café du coin, si on a une bonne connexion, si on a juste un truc à écrire dans le parc à côté de chez soi, des choses comme ça. Mine de rien, ça casse la routine, on est en contact avec l'extérieur, et ça va avoir un effet immédiat. Et s'aérer, c'est aussi s'aérer, on va dire, en termes visuels et en termes de cocooning. C'est pas un vain comme expression, mais voilà, d'essayer de faire un bureau un peu feng shui, de décorer, de mettre des plantes, de sentir bien chez soi. Ça peut paraître un peu bobologie, un peu anecdotique, mais en tout cas, pour une grande majorité des personnes, ça a son effet tout de suite de se sentir dans un endroit où on est bien et où on a l'esprit qui n'est pas encombré et pas agressé. Et puis, enfin, se détendre, c'est le dernier pilier, mais qui est tout bête à mettre en place, mais on ne prend pas assez de temps. Et que ça soit dans le courant de notre journée de travail, dans le week-end, dans la soirée, peu importe, pendant les transports, mais d'essayer de se prendre des moments et de se trouver des petits tips qui nous aident à nous relaxer. Peut y avoir l'art-thérapie, voilà, faire des mandalas, faire de la musicothérapie, des choses comme ça. Essayer de faire des exercices de respiration, du yoga, pourquoi pas de l'ASMR. Typiquement, moi, je me suis mis à l'ASMR il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, l'ASMR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gens qui vont vous raconter des choses, qui chuchotent dans des micros. Vous avouerez que les premières vidéos que j'ai vues, ça m'a pas du tout relaxé, au contraire. Et j'y ai pris goût, en fait. Et maintenant, voilà, je me fais régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, mais une petite vidéo ASMR. Ça me détend. Voilà, donc chacun doit trouver son truc à soi. Et d'ailleurs, pour vous donner
un exemple de à quel point la relaxation peut être sympa, on va faire de la pratique, on va faire un exercice de respiration. Ouais. Donc, qui va être tout simple à mettre en place. Je reprends mes notes pour ne pas vous dire bêtises. Pourtant, j'ai l'habitude. Donc, allez-y. Vous installez de façon stable et droite. On relâche les épaules pour faire un exercice de respiration. Le but, c'est d'être le plus flex possible. Vous placez une main sur votre ventre et une main sur votre poitrine. Et vous allez prendre une grande inspiration et relâcher. Donc là, essayez de savoir, et vous pouvez nous le dire dans le chat, il n'y a pas de souci, quelle main a le plus bougé? Est-ce que c'est plus la main qui est sur votre thorax ou est-ce que c'est plutôt la main qui est sur votre ventre? Et donc, on va se prendre une petite minute pour faire plusieurs grandes inspirations et essayer d'alterner, tantôt de remplir votre torse, tantôt de remplir votre ventre. Voilà, et vous alternez. Et en expirant à fond également. Je vous laisse faire ça 30 secondes. Et donc, pourquoi je vous fais faire ça? Puisque c'est pour actionner votre respiration ventrale et votre respiration thoracique. La respiration thoracique, c'est ce qui correspond à l'état de stress. C'est la respiration qui a tendance à s'accélérer quand on a peur, quand on est stressé. Prenez des personnages de dessins animés, quand ils ont couru, ils ont eu peur, ils sont là, on les représente avec le thorax qui bouge très vite. Donc, ce type de respiration ne permet pas une respiration profonde, donc génère du stress. Alors que la respiration ventrale, elle va actionner le diaphragme, qui est un muscle magique dans le corps et qui est un muscle qui va permettre de faire du massage un petit peu interne, qui permet vraiment de respirer à fond, de respirer à plein poumon et donc générer une sensation de bien-être parce que ça envoie le message au cerveau de comme quoi tout va bien, tout fonctionne bien, on est détendu et voilà, et on n'est pas stressé. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Je laisse la main à Joshua pour la suite. Super, merci Ludivine. Alors effectivement, c'est toujours une question d'équilibre, hein, et la gestion du stress ne va pas y échapper. C'est toujours un équilibre entre effectivement donc le bien-être physique et le bien-être psychologique. Donc, sur le plan psychologique, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est effectivement donc tout simplement, tout naturellement, c'est de consulter un psychologue. Pour la simple et bonne raison que le psychologue, il va pouvoir vous assister, il va pouvoir vous aider à déceler quelles vont être les sources de stress, comment il se manifeste, comment vous le gérez. Il va vous aider tout simplement à gérer ce stress de manière à vous permettre d'être moins perméable aux stimuli. Et il y a bien sûr des techniques qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, dans notre journée de travail. Il y en a quelques-unes que je vais vous présenter, que ce soit avant un entretien d'embauche, que ce soit une situation de stress due à un entretien qu'on va avoir avec notre manager ou l'organisation d'un événement. Vous avez des techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée. Il y en a trois que je vais évoquer avec vous. Aujourd'hui, la première, c'est le training autogène de Schulz. Donc ça, c'est une technique qui a beaucoup inspiré la sophrologie, parce qu'elle a pour but d'obtenir une relaxation profonde. Et le grand intérêt de cette méthode, c'est la détente mentale et musculaire qu'elle procure, qui nous permet de chasser le stress. Donc ça, c'est pour le training autogène de Schulz. On va avoir également la relaxation de Jacobson. La relaxation de Jacobson, elle est basée sur une alternance sur le relâchement musculaire qui permet d'obtenir une réelle détente mentale. Donc c'est toujours le lien, hein, tout à l'heure on l'évoquait, entre le physique et le psychologique. Donc là, c'est un lien direct entre la relaxation musculaire et la relaxation mentale. Et c'est une série d'exercices pendant lesquels, de manière alternée, on va contracter puis relâcher des groupes musculaires spécifiques de manière à atteindre un certain niveau de relaxation et de détente. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire au quotidien. Et la cohérence cardiaque, donc vous le savez certainement, le rythme cardiaque reflète nos émotions. Il y a un lien direct entre le cerveau et le cœur, qui est un lien qui fonctionne d'ailleurs dans les deux sens. Et en régulant le rythme cardiaque, on va avoir une influence directe sur notre état émotionnel. Et c'est la synchronisation donc du système cœur-cerveau qui va créer un système de balancier physiologique qu'on va appeler la cohérence cardiaque. Et donc, la respiration lente et régulière, c'est un moyen utile que vous pouvez avoir au quotidien et très efficace pour réguler justement la fréquence cardiaque.
C'est ce qui fait de la cohérence cardiaque un outil qui est assez simple à mettre en place, mais qui est particulièrement efficace. Et d'ailleurs, il y a un moyen mémotechnique assez simple pour se rappeler de la méthode, une des méthodes qui est le plus utilisée en cohérence cardiaque. Vous avez simplement à penser au nombre de jours qu'il y a dans une année, donc 3, 6, 5, 365 jours. Et c'est la méthode 3, 6, 5. Donc, ça se fait 3 fois dans la journée. On va avoir donc 6 respirations, donc le couple inspiration-expiration. Donc, on est sur 6 respirations par minute. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire pendant 5 minutes. Donc, cette méthode 3-6-5, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place au quotidien dans votre journée. Et je vais réinsister sur l'importance de l'accompagnement psychologique parce que toutes ces techniques, bien que le training autogène, hein, comme son nom l'indique, qu'on peut réaliser par soi-même, donc en toute autonomie, bien que ce soit des exercices qu'on peut faire tout seul, c'est important de pouvoir être accompagné au départ par un psychologue parce qu'il va avoir un regard différent sur nous. Il va nous permettre d'analyser en fonction de la personnalité, du mécanisme de respiration, des situations. Il va pouvoir identifier les situations qui nous mettent en état de bien-être. Et il va nous permettre de mettre des techniques qui vont avec ces situations. Donc, pour prendre l'exemple de la cohérence cardiaque, souvent en cohérence cardiaque, on demande de faire appel à un souvenir qui est positif. Je vous laisse faire l'exercice. Si vous voulez le noter dans le chat, n'hésitez pas. Mettez-nous dans le chat un souvenir positif que vous pouvez avoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le souvenir positif, donc lorsque les psychologues font cet exercice, bien souvent on fait appel à des souvenirs positifs, mais bien qu'ils soient positifs, ils peuvent être générateurs de stress. Les deux ne sont pas les deux peuvent être intervenir au même moment. Par exemple, si je prends le cas de la maternité, par exemple, souvent on pense aux enfants lorsque on cherche un souvenir positif. Et si je prends le cas de la maternité, bien sûr que c'est un souvenir positif, les enfants, mais c'est souvent allié également avec de la douleur, que ce soit suite à une grossesse qui peut être difficile ou au contraire, mais que ce soit aussi la partie du postpartum. Et donc, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent, au final, indiquer un souvenir qui, on pense, va être générateur donc, de bien-être et d'état de relaxation totale, alors qu'en réalité, ça peut nous maintenir dans un état de stress. Donc, c'est intéressant de pouvoir être accompagné par un psychologue sur ces exercices lorsque vous les mettez en place pour vous assurer d'avoir donc les bons souvenirs, d'avoir les bonnes méthodes et pouvoir trouver donc tout simplement votre meilleure solution pour gérer et réguler votre stress. Donc, le psychologue, il va intervenir effectivement sur ces aspects et de manière plus globale. Donc, lorsqu'on évoque le stress au travail, donc on l'a évoqué à titre individuel, mais bien sûr, ça a un impact également sur l'entreprise, étant donné que l'entreprise, elle est directement liée à ses talents et aux collaborateurs, aux salariés qui y travaillent. La performance d'une entreprise, elle en dépend d'ailleurs. Et donc, si on a des collaborateurs qui sont stressés, ça a un impact sur l'entreprise. Et de la même manière qu'on a des solutions à titre individuel, on a des solutions à titre collectif. Et la prise en charge de la santé au travail, dans le meilleur des cas, c'est une posture de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est inclus dans la culture d'entreprise, c'est une posture dirigeante, c'est une posture managériale, c'est une posture c'est un engagement sociétal et un engagement humain qui vient de la direction. Et dans ce cas de figure-là, c'est top et c'est génial. Lorsque c'est pas le cas, faut se rappeler qu'il y a quand même une obligation légale, hein, et que l'employeur il prend les mesures nécessaires. C'est en tout cas ce que lui demande la loi, c'est de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, bien sûr, des collaborateurs, mais également la santé mentale. Donc il y a un vrai rôle à jouer du côté des entreprises pour mettre en place des solutions concrètes. Les entreprises doivent se saisir de ce sujet qui impacte les collaborateurs et qui impacte l'entreprise elle-même. Donc, on a une obligation de prévention et une obligation effectivement donc de correction légale. Donc, voilà pour ce que nous dit la loi. Ludivine, si tu veux, je te laisse. Ouais, j'enchaîne avec, donc, on vous a prévenu, décidément, pardon. Il y aurait quelques chiffres, alors vous les retiendrez peut-être pas tous, mais pour vous convaincre, en tout cas, si ce n'est pas le cas, de l'importance du stress au travail. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 72% des salariés pensent que la santé mentale va prendre de plus en plus de place dans les entreprises. Donc, a priori, il y a une vraie attente là-dessus de la part des salariés. C'est un vrai
C'est un vrai sujet, c'est un vrai défi pour les entreprises. En parallèle de ça, il y a 59% des salariés actifs interrogés qui souhaitent travailler à l'avenir dans une entreprise qui met en avant le bien-être, qui se soucie du bien-être des collaborateurs. Or, en même temps, en parallèle, on a également une étude qui démontre que quasiment la moitié des salariés actifs actuels considèrent que leur entreprise est un lieu et n'est pas un lieu où il fait bon travailler. Donc, on voit qu'on a un énorme écart, on a un gap qui est énorme à travailler. Alors, d'un côté, c'est pas étonnant parce que même si on a la notion du stress au travail, bon stress, mauvais stress, on a le terme de burn-out qui est bien connu, mais qui n'est pas non plus tout récent. On a connaissance de tout ça, mais bon, les entreprises n'en ont peut-être pas fait forcément un sujet prioritaire. Et on entend beaucoup parler ces derniers temps parce que y a plein de choses qui s'intensifient, qui s'amplifient, puisqu'on vit une période de grands changements, donc de stress à tous les niveaux, mais on prend juste la crise sanitaire qu'on a passée, ça a généré un stress mondial, on va pas se mentir. Donc voilà, le stress, le bien-être, c'est des choses qui ont repris un petit peu le devant de la scène et qui deviennent de plus en plus importants, et je pense que ça va devenir de plus en plus important. Et notamment pour s'éviter toutes les conséquences du stress au travail en tant que patron, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir qu'il y a une liste, alors là j'en détaille quelques-unes, mais elle est non exhaustive, et que chacune, dans tous les cas de ces petites choses, va avoir un impact financier, dans tous les cas, sur votre structure. Parce que s'il y a trop de stress au sein de votre entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un impact sur votre image de marque, sur votre marque employeur, et donc des difficultés de recrutement. J'ai à peu près 8 ans d'expérience dans le recrutement. Je peux vous dire qu'en effet, les gens parlent entre eux. Les salariés d'une entreprise à une autre auprès de leur entourage vont expliquer comment ça se passe chez eux. On a tous un repas de famille où le soir, quand on rentre à la maison, on explique à notre conjoint, à nos voisins, peu importe. Moi, dans ma boîte, ça se passe super bien, ou au contraire, j'en peux plus, je vais craquer, il se passe ci, il se passe ça, c'est pas normal, etc. Donc, vraiment, c'est hyper important, et votre première pub, vos premiers ambassadeurs, c'est vos salariés, ça faut vraiment pas le négliger. Va y avoir un risque accru d'arrêt maladie et potentiellement d'accident du travail, puisque le stress forcément va générer des comportements à risque, de l'inattention, des choses comme ça. Et puis, avec les arrêts maladie, ça va également générer des maladies potentiellement professionnelles, de la dépression, de la déprime, de la fatigue, voire potentiellement, dans les pires cas, du burn-out. Ça va augmenter forcément votre turnover, parce que il y a des gens qui vont être vite sensibilisés à ça, ou qui vont vite sentir un petit peu ce qui leur va, ce qui leur va pas dans votre structure, et donc qui vont prendre des postes mais vont pas rester. Donc, on est en recrutement constant, on a du turnover, ce qui va avoir un impact sur les gens qui sont peut-être là depuis plus longtemps et qui voient les nouveaux qui restent pas, et du coup, ça les impacte aussi. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en mode absentéisme. Donc, ça aussi, c'est un manque à gagner, c'est un coût structurellement pour votre entreprise. Il va y avoir une dégradation à terme des relations sociales avec vos élus et même des relations interpersonnelles en interne, peut-être des conflits entre des services, des conflits service RH qui est pourtant au service des salariés, mais avec les salariés. Il va y avoir une opposition direction salariée. Enfin, voilà, ça va se dégrader, et forcément, tout ça va conduire à une baisse de productivité et de créativité dans votre structure, et donc forcément à une baisse de votre rentabilité et de votre chiffre d'affaires. Faut vraiment pas se mentir, et c'est un impact direct et à très court terme au final. Faut pas se dire que ça prend 10 ans. En général, on voit ça très vite arriver. Je te relaisse la parole, pardon, Joshua. Non, je dis des bêtises, c'était à moi. Donc, les entreprises, passez à l'action, vraiment contre le stress, c'est hyper important. On va vous présenter différentes façons de le faire. Moi, je vais vous présenter les notions de base, et Joshua vous détaillera peut-être des actions plus détaillées et plus sur long-termiste,
et plus interactif peut-être à mettre en place. Mais il faut savoir que quand je dis notion de base, en fait, c'est des socles qui devraient déjà être présents dans les entreprises. Mais il va falloir améliorer votre communication interne, communiquer sur ce qui se passe, sur les avancées, sur les problématiques de l'entreprise. Voilà, on voit toujours, et dans les entreprises des fois qui vont pas bien, il y a un problème de communication, une forme de déni. Je crois que Joshua l'avait dit un petit peu plus tôt. Donc vraiment, faut parler en interne de façon officielle et officieuse. Il faut analyser et suivre vos chiffres et indicateurs RH internes parce que c'est super important et je pense que c'est pas toujours assez exploité, mais de connaître parfaitement votre taux de turnover, votre taux d'arrêt maladie, votre taux d'absentéisme, la longévité des gens en poste chez vous, vos pyramides des âges, tout ça, c'est des chiffres que vous devez connaître et que vous devez communiquer en interne, qui soient connus de tous. Et en fonction de là où vous positionnez par rapport, on va dire, aux moyennes habituelles, vous savez là où vous devez travailler certaines choses. Tout ça, ça va vous amener à développer du coup votre politique RSE, la politique responsabilité sociétale et environnementale, qui en plus aura de plus en plus d'importance, et notamment je pense avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui vraiment regardent très précisément comment s'engage une entreprise en termes sociétal et environnemental. Parce qu'on a beaucoup parlé de la crise sanitaire, mais là on a une autre crise qui pointe le bout de son nez, qui est elle, beaucoup plus compliquée. Et les jeunes générations, elles vont regarder ce que font les entreprises sur le plan écologique avant d'y rentrer et avant d'y rester. Donc, tout ça, ça vous amène à vous intéresser donc à votre marque employeur au travers de la RSE. En parallèle de ça, il faut faire des enquêtes internes. Il y a plein de choses qui existent et je pense que Joshua vous expliquera peut-être, mais on peut avoir recours à des cabinets pour ça, Positive View. Il y a également Bloom, pour ceux qui connaissent, qui font partie de l'entreprise Lucas, qui permet de mettre en place des enquêtes assez régulières auprès de vos salariés, de travailler sur des thématiques d'amélioration qui vous font eux remonter, et en général de façon potentiellement anonyme. Et enfin, il faut se faire accompagner en tant qu'entreprise. Alors, certes, par des cabinets tels que Positive View, tels que Cactus RH, pour des audits de QVT, pour des ateliers, des choses comme ça. Mais pas que, il n'y a pas que les prestataires RH, il y a aussi des institutions qui sont là pour vous aider. Il y a l'ANACT et la RACT, donc les agences un petit peu dédiées à QVT au niveau national et au niveau régional, qui peuvent venir faire des interventions, venir faire des ateliers chez vous, des choses comme ça. Il faut collaborer avec les médecins du travail. C'est super important parce que eux aussi vont être préventeurs et apporteurs de solutions dans la gestion du stress de vos salariés. Donc tout ça, c'est vraiment des choses super intéressantes à mettre en place. Et je te laisse enfin la parole, Joshua. Super, merci. Alors, il y a quelque chose qui est super intéressant dans tout ce que tu as évoqué, Ludivine, et notamment lorsqu'on parle de marque employeur. C'est-à-dire que la principale, bien souvent, la principale priorité des services RH en entreprise sont l'attraction des nouveaux talents, donc le recrutement notamment, et la rétention donc des talents actuels. Donc, faire en sorte que les collaborateurs puissent se sentir bien pour rester dans l'entreprise. Et donc, tout ça, ça passe effectivement par le fait de prendre en main des sujets comme ceux de la santé mentale, parce que les collaborateurs, les salariés sont demandeurs. Les salariés sont demandeurs, et d'ailleurs, dans le sondage auquel vous avez répondu, vous êtes 76% à nous dire que votre entreprise, sur la question, donc est-ce que votre entreprise met en place des actions de lutte contre le stress, vous êtes 76% à nous dire que soit de manière très épisodique ou complètement inexistante. Donc, on voit bien qu'il y a encore un décalage au niveau des entreprises sur ces thématiques-là pour se saisir de ces sujets. Et la priorité, donc là, on va rentrer dans les tips vraiment concrets, dans les actions qu'on peut mettre en place en entreprise. J'ai vu que vous le demandiez aussi tout à l'heure dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre des notes. La priorité, selon moi, en entreprise, c'est de rompre avec le déni. Quand je dis rompre avec le déni, c'est que parfois, on discute avec certains dirigeants d'entreprise. OK, au niveau du stress, qu'est-ce que vous avez mis en place? Non, mais tout va bien chez nous. S'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, écoute, il appelle les RH ou il appelle son manager et puis ils en discutent. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la culture du déni du stress. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas régler un problème qu'on refuse de regarder en face. Et aujourd'hui, les collaborateurs ne s'expriment pas. Donc majoritairement, les collaborateurs déclarent ne pas être assez à l'aise pour évoquer le stress dans le cadre professionnel. Ça va même encore plus loin lorsqu'on leur demande s'ils oseraient l'évoquer au RH, parce qu'il y a seulement 11% des salariés qui oseraient évoquer les problématiques de stress à leur RH.
Donc, on voit bien qu'il faut libérer la parole, il faut créer un climat qui est un climat donc, de bienveillant, un climat qui est propice à l'expression. Et de manière concrète, il faut des dispositifs de prise en charge immédiate. Ce que j'entends par dispositif de prise en charge immédiate, c'est par exemple, donc chez Positive You, nous, on va proposer des visios. La personne peut se connecter sur la plateforme de Positive You et réserver une visio avec un psychologue en instantané. C'est ce type de solution qui permet aux collaborateurs d'avoir des solutions immédiates lorsqu'il est en situation ou en état de stress, lorsqu'il a besoin d'échanger. Donc, il faut mettre en place un environnement qui est favorisant. Il faut effectivement évaluer les facteurs de risque. Donc ça passe par des audits périodiques, que ce soit mensuels, que ce soit semestriel ou annuel, il faut passer par ces audits-là. Pourquoi? Parce que c'est l'indicateur le plus fiable qu'on peut avoir sur l'état des collaborateurs, sur leur état de stress, sur leur état de bien-être. Et de manière générale, ça s'inclut dans les démarches donc, QVT, donc de qualité de vie au travail. Donc, il faut mettre en place des audits. On en fait également sur l'alignement entre la personnalité du collaborateur, le poste qu'il occupe et la culture d'entreprise. C'est des éléments qui sont importants de remonter et d'avoir au niveau de la direction et au niveau de la direction des ressources humaines. Il faut un plan d'action correctif. Lorsqu'on a évalué les facteurs de risque et qu'on a identifié les principaux facteurs, il faut immédiatement mettre en place un plan d'action correctif de manière à réduire l'exposition au risque et au stress. Et donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à être accompagné sur l'adaptation au changement. Pour les collaborateurs, il faut sensibiliser les managers. Je le dis souvent, mais pour qu'une démarche réussisse, pour qu'une démarche QVT, gestion du stress, là, dans ce cas précis, et même de manière plus globale sur la santé mentale, elle puisse réussir, il faut absolument que les managers soient sensibilisés. Parce qu'un manager qui est sensibilisé, c'est un manager qui va déjà gérer son propre stress, et on sait qu'il est contagieux. C'est-à-dire que lorsqu'un manager est stressé, le stress, il le répercute sur l'équipe. Il y a un effet yo-yo. De la même manière, lorsqu'on a un manager qui gère bien son stress, il aura tendance à avoir une équipe sur laquelle, en tout cas, il ne va pas amplifier le stress, mais il va au contraire pouvoir être force le réguler et faire en sorte qu'il n'y ait pas un niveau de stress élevé dans son équipe. Donc, il faut sensibiliser les managers et il faut même aller plus loin, il faut les former. Il faut former les managers à la détection des signaux pour qu'ils puissent identifier lorsqu'une personne est en situation de stress, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelles sont les solutions à mettre en place. Et donc, ça, c'est un accompagnement que fait le Cactus RH et qu'on fait également chez Positive You, que ce soit en collectif ou en one-to-one avec les managers. Et bien sûr, il faut des espaces d'échange. Il faut des espaces de parole, il faut organiser des événements, que ce soit des conférences ou des ateliers. Et quel que soit l'acteur auquel vous faites appel, que ce soit avec Positive You ou avec un autre acteur. Mais pourquoi? Parce que ça va permettre de favoriser donc l'espace bienveillant qu'on évoquait tout à l'heure et l'espace qui est propice pour que les collaborateurs se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir évoquer ces soucis. Parce que gardons-le bien en tête, qu'on les évoque ou pas, c'est des soucis qui concernent toutes les entreprises lorsqu'on parle de stress au travail. Et donc, les collaborateurs, ils sont exposés. Il y a des collaborateurs stressés dans toutes les entreprises. Il faut tout simplement les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils puissent l'exprimer et pour qu'on puisse le traiter. Parce que c'est la meilleure manière pour pouvoir intervenir sur ces sujets et pour pouvoir régler les problématiques de stress. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. N'hésitez pas si vous souhaitez être accompagné, mais on va passer, je crois, aux questions. C'est ça, Ludivine? Ouais. De notre côté, on a fait le tour un petit peu des informations qu'on avait. Normalement, il y a le document qui a été mis dans l'onglet téléchargement pour ceux qui ont communiqué leur mail. On le retransmettra également, ainsi que des infos, des tips, des liens, des vidéos, des choses comme ça qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet. Et donc, Laurence, notre modératrice du jour, a dû mettre en favori quelques questions que vous avez posées depuis le début du webinaire. Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à tout, mais en tout cas, on va se mettre dessus et on va répondre à un maximum d'entre elles. Je commence, Joshua, si tu veux bien. Yes, bien sûr, je t'en prie. On a Audrey K qui nous demande comment identifier les changements de ces phases. Alors, je suppose que vous parliez des phases de changement de stress. Alors, c'était plutôt ta partie, Joshua, mais moi, je dirais que les changements de phase de stress, donc entre le stress aigu, le stress chronique et la partie vraiment épuisement, de toute façon, l'épuisement, on va vite le reconnaître, c'est que la personne, elle n'est plus du tout elle-même, elle est complètement vidée, donc celui-là, il est identifiable. Par contre, le passage entre deux différentes strates de stress, je pense qu'il se fait vraiment d'un point de vue personnel, d'observer un petit peu l'impact que ça a sur son quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel. Si on n'arrive plus à se concentrer, si on est irritable, si on fait
plus les choses comme d'habitude, ou à la maison, on perd le sommeil, ou on supporte plus les enfants, on supporte plus le mari, peu importe. Mais je pense que ça, c'est tout bête, mais c'est les premiers signes qui montrent qu'on est déjà stressé. Et plus tout ça va s'intensifier, plus on est en train de passer à la strate d'au-dessus. Donc, c'est très subtil, c'est bien ça le problème. Question suivante, je te laisse répondre, Joshua. Alors, je vois, donc, il y a Amadou qui nous dit que le manque de stress au travail est un facteur aggravant. Le manque de sens, plutôt, le manque de sens au travail est un facteur aggravant. Ouais, c'est clair que c'est pas le manque de stress. Donc, le manque de sens au travail est un facteur aggravant. Je peux que être d'accord avec ça. Et je sais qu'on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais on a réalisé un livre blanc justement sur la quête de sens au travail. C'est des sujets qui sont importants et dont les entreprises doivent se saisir. C'était d'ailleurs le sujet de la semaine de tous les ans. Il y a une semaine de la QVT qui est maintenant la semaine de la QVCT. Et c'était d'ailleurs le thème de la semaine de la QVCT cette année. Ça a eu lieu fin juin et le thème, c'était justement la quête de sens au travail. Donc, n'hésitez pas, tout à l'heure, on mettra à disposition les ressources, mais n'hésitez pas à télécharger le livre blanc sur la quête de sens au travail pour en savoir un petit peu plus sur le sujet. Amadou nous redisait également qu'une des conséquences extrêmes est le retrait définitif du travail et la démission. On est d'accord, on entend parler pas mal de quiet quitting actuellement. En effet, c'est une problématique. Je pense que le gros problème, il reste quand même l'épuisement, le burn-out et vraiment la coupure nette avec le monde du travail. Ça, c'est problématique. Alors, comment mobiliser les employeurs au-delà de l'obligation légale? Il y a Cécile qui nous demande comment mobiliser les employeurs. C'est une très bonne question parce que ça passe effectivement par, de toute façon, la mise en place de solutions, quelles qu'elles soient, ça passe par la mobilisation des employeurs. Moi, le conseil que j'aurais à donner sur cet aspect-là, c'est de ne pas hésiter à être force de proposition parce que parfois, les RH n'ont pas également de retour de la part des collaborateurs sur ce qu'ils pourraient mettre en place. Donc, pour mobiliser les employeurs, moi, ce que je recommande, c'est de mettre en place déjà des actions qui peuvent être mises en place de manière assez simple. Par exemple, une conférence, avant même de parler d'accompagnement ou autre, une conférence pour pouvoir évoquer ces sujets, bah, ça nous permet déjà de commencer à aborder ces thématiques et de commencer à montrer à l'employeur qu'il y a un intérêt à se saisir de ces sujets et que surtout les collaborateurs sont demandeurs. Et ensuite, effectivement, déployer un vrai plan, une vraie démarche, mettre en place une vraie démarche QVT. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas freinant. Le fait de ne pas avoir une démarche QVCT ou un board qui soit complètement engagé sur ces démarches-là, ça n'empêche pas de commencer à mettre certaines actions en place pour pouvoir mobiliser et pour pouvoir surtout sensibiliser sur ces thématiques-là pour ensuite déployer une démarche QVT complète. Parce que c'est clair que c'est avec une démarche QVT complète qu'on a des résultats sur le long terme. On est bien d'accord. J'essaie de lire les questions et d'essayer d'en synthétiser certaines. Je sais que Sophie M nous a fait la remarque, on parlait ici beaucoup des salariés, mais pas des 2,7 millions de travailleurs non salariés en France. Je l'entends, Sophie, pas de souci. Alors nous, on a essayé de parler du stress au travail de façon générale et en prenant, on va dire, les situations les plus répandues. Je pense que certaines thématiques, certaines choses qu'on a dit, certains tips peuvent s'appliquer à des travailleurs indépendants ou non salariés ou autres. Donc voilà, après, ça mériterait peut-être un webinaire plus approfondi sur le sujet, mais voilà, on a essayé de faire de façon plus généraliste possible pour que ça parle à tout le monde. Je ne sais pas si on attendrait pour une dernière. Vas-y, tente. Ouais, d'ailleurs, j'allais juste rajouter à Sophie de ne pas hésiter à télécharger les ressources parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de travailleurs non salariés. On sait que les freelances, ça se développe de plus en plus et tout un certain tas d'activités d'ailleurs qui sont également particulièrement exposées et d'autant plus parce qu'ils sont isolés. Il faut vraiment pas hésiter à télécharger les ressources et à prendre contact, pourquoi pas, pour qu'on puisse vous donner des pistes de solutions sur cet aspect. Carrément. Il y avait une autre question. Christelle qui nous disait tout à fait raison, facile de toujours critiquer l'employeur. Alors, de façon générale, oui, c'est vrai qu'on reporte souvent la faute du stress au travail sur l'employeur. Et oui, je suis d'accord, ce n'est pas forcément que de leur fait. Et je pense qu'en effet, c'est un travail global, d'où que nous, on a essayé d'apporter la vision personnelle parce qu'un employeur peut mettre toute la bonne volonté du monde pour lutter contre le stress. Si en face, on a des salariés qui ne font pas les démarches de leur côté aussi ou ne tendent pas la main, forcément, ça va être que dans un sens
et on n'avancera pas. Donc, pour moi, lutter contre le stress au travail, c'est l'affaire de tous. J'ai envie de te dire, ça sera presque le mot de la fin, Joshua. Ouais, Merci en tout cas pour votre participation à tous. On espère que ça vous aura donné plein d'infos et d'éclaircissements. On vous envoie les informations pour ceux qui ont donné leur mail. Et éventuellement, n'hésitez pas à aller voir les sites internet et nos différents sites si vous le souhaitez. Je vous affiche brièvement nos coordonnées. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à tous. Merci à tous pour la participation à ce webinaire. Donc, je vois qu'il y a beaucoup qui demandent où sont les ressources, où sont-elles disponibles. On va vous transmettre toutes les infos. Si vous voulez poursuivre l'échange ou être accompagné, il y a nos numéros de téléphone ou le site internet, notamment de Positive You et du Cactus RH. N'hésitez pas. Mettez vos adresses email et puis on vous enverra tout ça. On vous enverra les ressources et si vous souhaitez prendre contact, avec grand plaisir. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Bon week-end à tout le monde.